Bonjour le Bénin, bonjour à toutes et à tous. C'est un immense plaisir de vous retrouver comme tous les autres jours sur cette matinale que vous propose Bénin TV. Il se passe toujours quelque chose ici et ailleurs dans le monde. Et ce matin encore, l'actualité nous embarque entre débat politique, souffle intérieur et effervescence créative. D'abord, cap sur la présidentielle de 2026. La Sénat a parlé et les premières cartes du jeu politique sont posées. 2 duos de candidatures sont validés, des candidatures rejetées et déjà les premiers débats qui s'annoncent. La Cour constitutionnelle aussi a tranché, le temps de la compétition est donné. Ensuite, nous allons faire une pause, on respire un peu, on s'étire. Et si la thérapie passait aussi par le souffle, eh bien le yoga entre mouvement et méditation séduit de plus en plus comme remède moderne au stress et au déséquilibre du quotidien. Heureuse d'annoncer, nous en parle. Et puis, on fera un détour par Lagos, capitale de la créativité africaine, avec le Forum de la création africaine qui a réuni tout ce que le continent compte de talent et d'audace, mode, design, musique, une Afrique qui se réinvente, s'affirme et inspire. On va s'y intéresser avec Patrick Jossou et ses invités dans la chronique événements à la une. Génial, bonjour. Bonjour Herman. Comment allez-vous? Très bien, et vous-même? Ça va, ça fait plaisir de vous retrouver en cette fin de semaine. Surtout les vendredis, vous voyez. Et bizarrement, la dernière fois, je pense que c'était du bleu et du rose. C'était quelque chose comme ça. C'est comme si on se passait le mot, on est connecté. On est tout généralement fusionnel, voilà. N'est-ce pas? Fusionnel. C'est ça. Apprendre vraiment dans le sens premier du terme. Oui, bien évidemment. Faut pas aller loin. Allez, génial. Quand vous êtes là, forcément, c'est pour nous parler actualité, c'est pour nous donner des informations, des nouvelles du pays. On vous installe. Madame, monsieur, bonjour. Très heureuse de vous retrouver ce matin. On parle diplomatie pour démarrer ce bulletin. La coopération entre le Bénin et l'Espagne est au beau fixe. La consultation politique et diplomatique a été lancée mercredi dernier. Un exercice important pour explorer les domaines de coopération entre les deux pays. Renaud Akakbo et Mathieu Sokenou. Au cabinet du ministre des Affaires étrangères, l'accueil de la délégation espagnole s'est déroulé dans une atmosphère particulièrement chaleureuse. Un tête-à-tête du chef de la délégation espagnole Diego Martínez Bello avec le ministre Olusegun Ajadi Bakari. Et puis, place à la consultation politique et diplomatique proprement dite. Ambassadeurs et experts, aussi bien de la partie béninoise que celle espagnole, étaient face à face. Les échanges approfondis nés au détour de cette rencontre ont permis d'explorer plusieurs sujets, des affaires politiques et juridiques à celles économiques et de coopération. Les conversations ont également porté sur la situation politique et sécuritaire en Afrique de l'Ouest et en Europe. Les destinées de l'Espagne et de l'Afrique, mais aussi de l'Europe et de l'Afrique, sont liées par l'histoire et la géographie. Nous devons agir ensemble, coopérer dans un esprit des partenariats, des dialogues d'égal à égal. Cette session va nous permettre d'identifier les axes possibles de collaboration à fort potentiel dans une logique de partenariat équitable et durable et surtout de renforcer notre concertation sur les enjeux régionaux et multilatéraux. La coopération entre l'Espagne et le Bénin se concentre sur le développement économique, l'éducation et le renforcement des liens culturels et diplomatiques. Elle se décline à travers des investissements dans les infrastructures comme le port de Cotonou, des programmes d'éducation et de santé, la promotion de l'égalité des genres, ainsi que des échanges commerciaux et des initiatives liées à la migration. Cette consultation politique et diplomatique intervient seulement 24 heures après la remise des copies figurées des lettres de créance du nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume d'Espagne près le Bénin. C'est un chef-d'œuvre majestueux qui se dresse sur le boulevard de la Marina depuis quelques semaines. La cité ministérielle est ouverte aux usagers. L'infrastructure va concentrer 20 ministères. Le projet a été conçu pour centraliser les cabinets des ministres, offrant à la fonction publique un environnement de travail unifié et moderne. Benjamin Denayon et Ariane Da Silva.
Elle s'étend sur 5 hectares et comprend une série d'infrastructures modernes conçues pour offrir un environnement de travail optimal. La cité ministérielle est un ensemble de 10 bâtiments de type R+5 répondant aux normes actuelles en matière de fonctionnalité et d'efficacité énergétique. Ces immeubles offrent au total 60 000 mètres carrés de bureaux destinés aux ministres, à leurs cabinets ainsi qu'aux services centraux. À cela s'ajoutent des aménagements complémentaires, notamment un espace de restauration. Si vous n'offrez pas des repas à la bourse, de ceux qui sont ici, ils iront dehors. Les prix sont les prix moyens pratiqués. Et donc, c'est également un espace où vous pouvez croiser votre collaborateur, et échanger un peu et sympathiser différemment que dans le cadre du travail. L'espace restauration est situé dans un bloc R+5 qui abrite également un parking. Sur la façade nord, il y a un bâtiment parking pour plus de 500 places, réparti pour tous les ministères. Des espaces verts sont également prévus pour offrir aux fonctionnaires un cadre de travail agréable et propice à la concentration. Le cadre de travail aussi mérite d'avoir cet aménagement paysager qui rend agréable et qui donne envie de venir travailler. Quand vous êtes fatigué par une réunion, vous sortez d'une réunion où ça a été très chaud, vous descendez, vous restez au bord de l'eau 10 minutes, 15 minutes, vous revenez dans de meilleures conditions pour travailler. C'est voulu ainsi parce que l'aménagement paysager améliore la qualité du cadre bâti. Ce que nous voulons, c'est que ce soit le cadre qui modifie les habitudes. Ce qui n'est pas possible ici, ne pas manger dans les bureaux. C'est très désagréable. C'est ça qui amène après plein d'insectes et consorts. Ne pas amener chacun sa bouilloire. Garder le cadre propre. Il y a des gens qui font l'entretien, mais la première condition d'un entretien, d'un cadre de vie propre, c'est nos habitudes. Dans sa dynamique de modernisation de l'administration béninoise, le gouvernement a aussi lancé le chantier de construction de la cité administrative d'Abomey-Calavi. Un chantier presque achevé qui comprend 16 bâtiments pour une surface plancher totale de 60 080 mètres carrés. Communales et municipales de 2026, les conseillers de la Cour suprême, les assistants juridiques et cadres administratifs affûtent leurs compétences face aux éventuels litiges électoraux. C'est le 4e round de renforcement de capacités initié par l'institution. Évariste Zomarou, Samira Tchabimane nous en parle. Ce 4e atelier sur le contentieux électoral est le dernier avant les élections municipales et communales de 2026. Les thèmes qui vous sont proposés à travers cet atelier sont la transformation des instructions reçues par le comité de pilotage et données par le comité de supervision. La logique qui a prétendu à ces communications, c'est une matérialisation pratique de la gestion du contentieux des élections. Le droit électoral, il est certes une science, mais il n'est pas une science exacte. Dans l'appréciation du principe de la sincérité du scrutin, on peut diverger d'approche. Mais l'essentiel, et c'est ce que nous aura enseigné une fois encore Pierre Fanaki, c'est de faire en sorte que la volonté populaire exprimée dans les urnes ne soit pas dévoyée par le juge électoral. L'une des leçons retenues des échéances de 2020 montre que la légitimité en matière de contentieux électoral ne peut être prise au piège de la légalité. Que dans la gestion des élections communales, la Cour suprême n'a pas droit à l'erreur. Nous devons travailler à surmonter ou à anticiper sur les difficultés rencontrées en 2020. Les pouvoirs du juge électoral, la désignation des maires, leurs adjoints et leurs chefs d'arrondissement en 2026 sont des thèmes retenus pour cet atelier que la loi impose un délai de 6 mois pour donner suite à l'ensemble du contentieux.
Rentrée judiciaire à la Cour d'appel de Parakou, les réformes dans le service public de la justice, défis et perspectives. Voilà le thème au cœur de l'audience qui consacre la rentrée solennelle de la Cour d'appel de Parakou. Kolaole Boniface Biao. Le secteur de la justice est pris en compte dans cet élan de modernité, d'efficacité et d'accessibilité des citoyens. Les différents ordres professionnels de la justice au Bénin s'accordent à reconnaître cette dynamique. Ces réformes ont pour ambition noble de moderniser l'appareil judiciaire, de renforcer l'état de droit et de rapprocher la justice du citoyen. Le procureur général près la Cour d'appel de Parakou souligne dans sa réquisition que de nombreuses difficultés persistent. Le service public de la justice fait face à plusieurs défis persistants, dont la lenteur judiciaire, la pénibilité de l'accès à la justice, les appréhensions sur l'indépendance de la justice et les insuffisances en matière d'infrastructures et de ressources humaines. Le gouvernement travaille au bien-être du peuple. Pour citer quelques-unes de ces raisons, c'est de garantir à chaque citoyen, quel que soit son milieu de vie, quel que soit là où il se trouve, qu'il puisse avoir un accès réel, équitable et digne à la justice. C'est de rendre le système judiciaire plus rapide, plus efficace et plus transparent. Le président de la Cour d'appel de Parakou rassure que le personnel de la justice dans le septentrion s'engage pour la réussite des réformes. Le directeur de cabinet du ministre de la Justice et de la Législation invite le peuple béninois à faire confiance à sa justice et à se confier à elle. Et parlant toujours de la Cour d'appel de Parakou, elle a abrité en début de semaine une rencontre au profit des professionnels de la justice de son ressort. Il est aussi question de renforcer les connaissances et les aptitudes pour une meilleure administration de la justice. La rencontre, dénommée Café juridique, est un atelier scientifique qui a concentré les attentions pour l'édition de cette année sur 3 thématiques. Le contentieux foncier dans le ressort de la Cour d'appel de Parakou, spécificité procédurale et bonnes pratiques. L'appel contre les ordonnances du juge d'instruction et du juge des libertés et de la détention. Forme, computation des délais et sanctions. Et les obstacles de la mise en œuvre de la procédure de cession sur salaire. Il s'agit d'un forum de formation par les pairs. C'est nous-mêmes qui nous formons au détour de notre background, de ce que nous possédons comme culture, de ce que nous possédons comme connaissance. L'initiative, pour son caractère innovant, est bien appréciée par le ministère de la Justice. C'est un cachet particulier, car cela ne s'observe pas dans les autres cours. La Cour d'appel donne l'occasion maintenant au juge de son ressort de débattre de certaines préoccupations juridiques particulières en vue d'amélioration des pratiques pour une bonne justice à la satisfaction des justiciables. Le directeur de cabinet entend tout faire pour que cette idée de Parakou fasse école dans les autres cours d'appel. Défis énergétiques dans la sous-région ouest-africaine. Ils sont au cœur d'un forum à Cotonou, le 10e forum de régulation de l'électricité de la CEDEAO. Objectif est bien faire le point sur une décennie d'efforts pour bâtir un marché régional de l'électricité plus intègre, plus transparent et surtout plus prospère. Le bruit régulier du métal en fusion. Les étincelles qui jaillissent à chaque coup d'électrode. Pour Julien, soudeur depuis plusieurs années, l'électricité est bien plus qu'un simple service. C'est le cœur battant de son activité. Sans l'électricité, nous ne pouvons pas travailler. Donc, et la consommation aussi, c'est trop. Si le gouvernement peut nous aider pour faciliter ça, pour diminuer un peu le prix, ça serait bon pour nous. Et c'est justement pour éviter que le courant ne s'arrête, pour lui, comme pour des millions d'autres acteurs économiques, que les régulateurs ouest-africains se sont réunis pour le 10e forum de régulation de l'électricité de la CEDEAO. Nous croyons que notre sécurité énergétique
ne peut être isolée de celle de nos voisins. La lumière qui éclaire Porto Novo, Cotonou ou Parakou doit pouvoir demain être partagée avec Niamey, Lomé, Ouagadougou ou Abidjan. C'est cela, la solidarité énergétique ouest-africaine. Ce rendez-vous met en lumière les progrès réalisés, mais aussi les défis à relever pour rendre l'énergie plus accessible, fiable et durable. Ensemble, faisons de l'intégration énergétique un vecteur de stabilité, de croissance et de solidarité régionale. Au-delà des chiffres et des rapports techniques, ce forum veut trouver des solutions. De la flamme du soudeur aux ampoules des villages reculés, c'est tout un continent qui espère que la lumière ne s'éteigne. Direction Lomé, où les Amazones du Bénin et les Super Falcons du Nigeria ont effectué leur dernière séance d'entraînement avant leur confrontation prévue pour ce vendredi. Une rencontre qui s'inscrit dans le cadre du 3e et dernier tour des éliminatoires de la prochaine CAN féminine. Avant ces séances d'entraînement, les deux sélectionneurs étaient face à la presse. Bruno Soilier et Jules Koïkou. Dernière répétition générale des Amazones du Bénin avant la confrontation face aux champions d'Afrique, les Super Falcons du Nigeria. À 24 heures de ce rendez-vous, le Nigeria, malgré son palmarès inégalé sur le continent, se donne des raisons de rester prudent face à une équipe béninoise résiliente et capable du meilleur. L'équipe du Bénin est une équipe vaillante. Elle a forcément éliminé une autre équipe avant de se retrouver à cette étape de la compétition et vous ne pouvez pas négliger une équipe qui arrive à ce stade de la compétition. Sans Aude Béguissi, les Amazones croient en leur chance et en leur capacité de tout donner pour écrire l'histoire face à une équipe qui a perdu un match il y a bien longtemps. Nous respectons, nous sommes aussi le Bénin. Et nous n'avons pas peur, nous nous préparons maintenant depuis 2 semaines. Si les gens ne nous attendent pas, c'est normal. Le Nigeria, c'est une autre dimension. Là, c'est à nous de faire en sorte que les gens comprennent qu'on est là avec beaucoup d'ambition. On respecte effectivement l'adversaire, mais bon, on ne vient pas en victime expiatoire. Loin d'être un terrain conquis, les Super Falcons du Nigeria ont à cœur de commencer dès ce vendredi la défense de leur titre de champion d'Afrique face au Bénin. Nous ferons ce que nous avons l'habitude de faire très souvent, c'est-à-dire se donner du plaisir à soi-même et aussi essayer quand même de remporter ce match. Entre la sensation créée par les Amazones du Bénin et la confirmation du statut du Nigeria, la qualification à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations Dames attend de choisir son camp au bout de cette double confrontation ce vendredi, puis mardi prochain. Hors de nos frontières, on s'intéresse à l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Nous sommes à quelques heures du scrutin et la vigilance est de mise dans les bureaux, les salons officiels et jusque dans les ambassades. La mission d'observation de la CEDEAO s'affaire. Elle rencontre les acteurs clés de la vie politique et institutionnelle pour assurer que le rendez-vous du 25 octobre se déroule dans la sérénité. Écho avec nos envoyés spéciaux Marcela Rossi et Augustin Boudou depuis Abidjan. Le temps s'accélère à Abidjan. À 2 jours du vote présidentiel, la capitale économique de la Côte d'Ivoire vit au rythme des consultations et des concertations diplomatiques pour garantir un vote apaisé, transparent et crédible. Et sur le terrain, la mission d'observation de la CEDEAO soutenue par l'Union africaine multiplie les rencontres. Nouvelle escale, le siège du RHDP, le parti au pouvoir. Face à la délégation conduite par le chef de mission, les responsables du parti, emmenés par leur secrétaire exécutif, affichent confiance et sérénité. Ils assurent que tout est prêt pour un scrutin pacifique, respectueux des règles démocratiques. Mais la CEDEAO, elle, reste prudente et rappelle que la paix n'est jamais un acquis, mais un engagement de chaque instant. Cap ensuite sur une institution stratégique, le Conseil constitutionnel. La présidente Chantal Camara, entourée des membres du Conseil, reçoit la délégation. Dans un échange franc et institutionnel, elle réaffirme la neutralité et la disponibilité du Conseil à jouer pleinement son rôle d'arbitre suprême du processus électoral. Autre étape majeure, la rencontre avec les ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire. Autour de la table,
Au siège de l'ambassade du Libéria, les diplomates partagent leurs observations et expriment un même vœu, voir la Côte d'Ivoire tourner la page des tensions et offrir au monde le visage d'une démocratie apaisée. Les échanges sont francs, constructifs, portés par la même exigence de stabilité régionale. Puis, plus tard, vient un moment décisif, le grand briefing. Dans une salle comble, les observateurs de la CEDEAO venus de toute l'Afrique de l'Ouest reçoivent les dernières consignes avant le déploiement sur le terrain. Ici, tout est passé en revue. Les zones d'observation, les procédures de collecte, les protocoles de sécurité, une véritable revue d'effectifs avant le top départ. Chaque observateur sait désormais ce qu'il a à faire. Voir, écouter, témoigner avec impartialité et professionnalisme. Dans une Côte d'Ivoire en attente entre espoir et vigilance, la CEDEAO veut croire à une élection porteuse de confiance et de maturité démocratique. Voilà, ce sera tout pour ce bulletin. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine. En attendant, je vous souhaite un excellent week-end. Merci beaucoup à vous, Génial Afoula, Monsi Aboukam. On vous dit merci et vous passez une excellente journée du vendredi. À vous aussi. Et comme on le dit en japonais, sérieusement. Arigato gozaimasu. Seigneur, je suis que là, vous m'avez un peu... C'est vrai? Fait, n'est-ce pas? C'est ça. Je suis obligé d'y croire de toute façon. C'est ça. Allez, ce sont les rejetons de ce que j'ai appris il y a peu. Allez, bonjour le Bénin, on installe tout de suite. Instant politique, nous allons décortiquer la décision de la Cour constitutionnelle qui s'est déclarée incompétente dans l'affaire du parrainage de l'honorable Michel Sodinou. À tout de suite. L'échéance politique de 2026 commence à prendre forme et déjà les premières grandes lignes du scrutin se dessinent. La Commission électorale nationale autonome a tranché. Sur les 5 duos ayant déposé leur dossier, seuls 2 seulement pour l'instant obtiennent le sésame de la validation provisoire. Le duo de la mouvance présidentielle Wadayi Talata et celui de la FCBE Rompe-Rouanon. Les démocrates restent hackés et la Cour constitutionnelle s'est déclarée incompétente pour trancher le litige entre le député Michel Sodinou et son parti. On vous analyse tout ceci avec un éditorialiste, rédacteur en chef du quotidien Le Matinal. Bonjour et bienvenue Gabin Goubi. Bonjour à vous, Herman Rodrigue Amegan, et bonjour à tous les téléspectateurs de Bénin TV. C'est un plaisir de vous avoir avec nous ce vendredi pour décortiquer cette actualité. On démarre d'ailleurs déjà par la publication de le communiqué de la Sénat qui met la lumière sur les candidatures validées, provisoirement validées, parce qu'il y a d'autres étapes donc à franchir encore dans la validation définitive. Seulement 2 duos de candidats sont validés pour le moment, notamment Wadayi Talata, Rompe-Rouanon. C'est presque anecdotique finalement, non? Anecdotique peut-être, mais ce n'est pas une surprise, parce qu'il y avait beaucoup de dossiers qui avaient des problèmes de complétude. Eh bien, la Sénat, selon les informations qui ont fuité, il n'y a que beaucoup de duos avaient cru devoir déposer sans forcément avoir rempli toutes les conditions. C'est vrai qu'il y a eu 2 duos de plaisantins, comme on peut dire, le duo Agosaga et celui de Wensavi. Pourquoi plaisantins? Non, parce qu'on ne les attendait pas. Et avec tout ce qui a été prévu dans le code électoral, avec les différentes réformes qui ont été faites, eh bien, le Bénin a tourné cette page-là où il était loisible à n'importe qui d'aller à la Sénat déposer son dossier pour les candidatures. On ne s'attendait pas justement à ce qu'il y ait de candidats qui n'aient pas réuni le nombre de parrains requis. Et donc, pour le duo LD, visiblement, ça ne pouvait pas étonner outre mesure parce que le jour même du dépôt, qu'il vous souvienne que le président de la Sénat avait attiré l'attention du candidat du parti et même de l'opinion publique sur le fait que le dossier n'était pas complet, même si il y avait ce doute-là sur le parrainage du 28e député. Et je pense que fondamentalement, c'est ce qui a contribué au déclassement ou au rejet de cette liste de candidatures-là.
toujours est-il que le parti saura tirer le son de tout cela. Justement, la Sénat qui a publié, on va dire quoi, cette liste provisoire dans le délai imparti par la loi, mais il y a aujourd'hui presque une polémique peut-être vaine aux yeux de certains observateurs qui estiment que la Sénat s'est précipitée de publier cette liste provisoire-là, alors qu'elle avait encore, on va dire, une marge de manœuvre dans le délai qui lui est imparti. Oui, c'est vrai que selon le calendrier dévoilé par la Sénat pour l'élection présidentielle, la liste provisoire devrait être rendue publique le 26. Le 26, je pense que pourtant que il n'y a plus de matière. Dans les 8 jours, en fait, selon ce que dit la loi, c'est sur les 8 jours qui suivent, et les 8 jours nous ramènent jusqu'au 26, mais oui, pas spécifiquement le 26. La Sénat aurait même pu le faire le lendemain, selon certaines analyses. Absolument, je pense que la Sénat est quand même dans la légalité. Et pour autant qu'il n'y avait pas assez de duos, donc il n'y avait pas beaucoup de dossiers à étudier. La Sénat a visiblement fini son travail. Je ne sais pas pourquoi il faut encore laisser traîner le suspect. Et surtout que les partis ont eu 72 heures pour verser des pièces complémentaires à leur dossier, si tant est que ces dossiers-là avaient été jugés incomplets, ce qui a été fait par certaines formations politiques, même si les pièces additionnelles ou les nouvelles pièces versées au dossier n'ont pas permis, n'est-ce pas, de régulariser tout ceci. Donc, c'est peut-être une polémique qui est en train, un faux procès qui est en train d'être fait à la Sénat, parce qu'entre le 23 où la liste provisoire a été dévoilée et le 26 où elle devrait effectivement l'être, je pense qu'il n'y avait pas, fondamentalement, les partis n'avaient plus de marge de manœuvre pour verser des pièces, parce que le délai au cours duquel les formations politiques qui n'étaient pas bien à jour vis-à-vis de leur liste pouvaient, n'est-ce pas, régulariser leur situation, ce délai-là est largement passé. D'accord. Et il y a la Cour constitutionnelle qui, dont la décision était attendue depuis plusieurs jours déjà. Elle devrait statuer une première fois lundi dernier. Ça n'a pas été finalement le cas. Le dossier a été rejeté à ce jeudi. Et finalement, on a appris tard dans la nuit ou presque en soirée que la Cour s'est déclarée incompétente sur le dossier. Est-ce que vous comprenez la posture des sages ? Moi, je comprends. Vous savez, la décision de la Cour est intervenue sans surprise. C'est vrai que j'invitais, il y a cela même une semaine, sur vos plateaux ici, et l'opinion publique a dépassionné un peu le débat. Et j'ai l'impression que la Cour a estimé que le contentieux donc, qui oppose le sieur, le député Michel Soghinou à sa formation politique est un contentieux d'ordre civil, un contentieux qui relève d'une juridiction privée. Donc la Cour n'a fait qu'entériner ce qui a été fait par le tribunal de droit commun, parce qu'il a estimé que le parrainage étant un droit individuel, un droit unilatéral par lequel le parrain, qu'il soit député ou maire, manifeste sa volonté de concéder son suffrage à un présidentiable, eh bien il a estimé que, selon les arguments développés par le juge des référés, le président du tribunal de première instance, que le député s'est senti dessaisi de ce droit-là. Et donc, ce contentieux-là, pour la Cour, ne rentre pas encore dans le champ du contentieux électoral, parce que pour ce que les juristes nous ont appris, le contentieux électoral, quand est-ce que cela démarre? Je pense que c'est la vraie question qui se pose aujourd'hui. Et pour ce que nous savons, le contentieux électoral survient dès que la formation politique dépose sa liste de candidatures à la Sénat. Donc, c'est en dehors même du tout processus électoral que le député Michel Soghinou a fait délaisser un exploit d'huissier au président de sa formation politique à l'effet de lui enjoindre de lui rétrocéder son formulaire de parrainage qu'il lui avait remis, c'est vrai, quelques semaines plus tôt. Donc, je pense que le parti saura comprendre qu'aujourd'hui, la Cour constitutionnelle a estimé, on n'a pas l'intégralité de la décision 7, mais on avait nos reporters sur le terrain, la Cour a estimé que ce contentieux-là ne relève pas, ou bien ce litige ne relève pas du contentieux électoral, étant donné qu'au moment où le député Michel, cette affaire éclatait, le parti Les Démocrates n'avait pas formellement déposé son dossier à la Sénat, donc c'est un contentieux survenu en dehors de tout processus électoral. Et cela doit pouvoir être compris parce qu'aujourd'hui, si on doit mettre même les affaires d'ordre privé au niveau d'une formation politique sous le couvert de contentieux électoral,
on serait dans un amalgame qui ne dirait pas son nom. Parce qu'aujourd'hui, c'est comme si moi, j'ai des intentions de candidature et au niveau de ma formation politique, on ne me positionne pas sur la liste et je découvre peut-être le jour ou bien même avant le dépôt du dossier que cela n'a pas été fait, je ne vais pas saisir la Cour constitutionnelle sous prétexte que j'avais des ambitions sérieuses d'être député ou maire et ma formation politique m'a évincé de la liste. Donc je pense qu'il faut savoir faire la part des choses. Et cet avertissement-là, il suffit de lire les commentaires faits par d'éminents juristes sur la question pour comprendre. Alors même les juristes, à date, Gabin Goubiyi ne s'entendent pas forcément sur, on va dire quoi, les frontières, les limites, d'accord, le point de démarrage du contentieux électoral. C'était estime que dès lors où, justement, on va dire, ce litige aura un impact sur le processus électoral, sur la participation ou non d'un parti politique au processus électoral, ça devient un contentieux électoral. Mais qui décide de la participation? Il faut d'abord déposer votre dossier. Une fois que vous n'avez pas fait l'acte introductif qui vous donne les espoirs de participer à une élection, eh bien la Cour ne peut pas trancher. C'est vrai qu'il s'agit ici d'une question de parrainage. Et le parrainage, moi je comprends cela comme l'une des balises prévues par le législateur pour conforter la réforme du système partisan. Et quand on dit que le parrainage aujourd'hui est peut-être l'apanage ou la propriété de la formation politique, c'est vrai, il n'y a pas de député, il n'y a pas de maire sans parti politique. Et il n'y a pas non plus de parrainage valable sans la signature de celui qui est censé en être le titulaire, de celui qui est censé formaliser cela par un acte unilatéral de volonté d'accompagner une ambition présidentielle. Donc aujourd'hui, les juristes, peut-être, les interprétations vont dans tous les sens, mais le droit n'est pas une science exacte. Est-ce que beaucoup devraient oublier? Le droit, beaucoup devraient, n'est-ce pas, savoir, le droit n'est pas une science exacte, ce n'est pas comme de la mathématique, 1 + 1 égale à 2. Le droit peut donner lieu à diverses interprétations. C'est vrai, ce cas qui se pose aujourd'hui doit amener nos législateurs à réfléchir et à savoir qu'avant d'élaborer une loi, il faut prévoir pratiquement toutes les possibilités pour éviter que nous rentrons dans ces interprétations qui sont souvent teintées de passion. Si on s'en tient donc aujourd'hui à la liste publiée provisoirement par la Sénat, à la décision de la Cour constitutionnelle qui s'est donc déclarée incompétente, c'est que le parti politique Les Démocrates ne sera pas dans les starting blocks pour la prochaine élection présidentielle de 2026. Quelles sont les voies de recours qui existent encore pour la formation de Boni Ayi? La première voie de recours, de mon point de vue, c'est d'abord d'aller saisir la Cour suprême pour, n'est-ce pas, porter ce contentieux-là qui a démarré au niveau des référés devant la Cour suprême. Vous savez que le parti a été débouté en appel. Donc, on peut faire appel de l'arrêt rendu par la Cour d'appel. Il peut faire pouvoir en cassation. Pouvoir en cassation de l'arrêt rendu par la Cour d'appel au niveau de la Cour suprême. Mais là aussi, vous convenez que c'est sans grand espoir parce que les éléments avancés par le juge pour justifier, n'est-ce pas, sa décision sont quand même assez clairs pour quand même qu'on se lance dans une certaine confusion. Donc, cette voie-là ne peut pas prospérer. L'autre piste qui se trouve peut-être ouverte à cette formation politique désormais, c'est peut-être de se concentrer sur les prochaines élections législatives et communales, les élections couplées. Parce qu'aujourd'hui, il y a une situation qui s'est produite. Et le cas Sodinou est devenu célèbre justement parce que c'était le 28e parrainage. C'est-à-dire le dernier parrainage qu'il faut pour que la candidature du duo du parti Les Démocrates soit validée. Et si le parti avait travaillé peut-être à s'octroyer un nombre de parrainages suffisant, peut-être la quarantaine par exemple, eh bien ce cas-là n'aurait pas eu assez d'écho. Alors on se rend compte que le parti, justement, pour situer ceux qui ne suivent pas forcément l'actualité de très près, le parti a 28 députés pour avoir le nombre suffisant exact qu'il faut. C'est-à-dire c'est la moyenne juste, quoi. C'est-à-dire que ils étaient juste
juste au niveau de la barre de flottaison, ni plus ni moins. Voilà, c'est un peu cela. C'est peut-être difficile à admettre. C'est comme quelqu'un qui échoue à un examen avec 9,99, même si ce n'est pas le cas. Ça dit, ils ont échoué pratiquement au seuil de la moyenne qu'il fallait ou bien des conditions qu'il faut. Mais comment en est-on arrivé là pour le parti? Est-ce que c'est le parti qui n'a pas su anticiper, d'accord, on va dire, cette situation au point où un déchirement interne, finalement, lui fait obstacle pour Absolument. Je ne vous ferai pas l'injure de penser que vous n'avez pas été au courant de tout ce qu'il y a eu comme bruit au niveau de cette question de duo de candidats au sein du Parti Les Démocrates. Tout au moins, quand on a commencé à dire que bon, la liste de duo serait rendue publique le 10, et après on parle du 11, ensuite le 12, et on en vient jusqu'au 13, je pense que c'est la preuve que les gens ne sont pas parvenus à s'accorder les violons autour de cette question-là. Et même avant cela, il y a eu, selon cette lettre à la liste de cri de cœur rendue publique par l'honorable Éric Houndété, et qui confiait quand même que aujourd'hui, celui qui est considéré en griffe comme le rebelle, le troublion, eh bien, du lot, le député Michel Sodinou avait émis son intention de ne pas laisser son parrainage entre les mains du président de la formation politique sans s'être assuré de celui en faveur de qui on devrait eh bien, le concéder. C'était déjà un signal, c'était une alerte forte pour déterminer le parti à prendre ses dispositions, à prendre ses précautions pour prévenir ce genre de situation. Et j'ai l'impression qu'on a banalisé un peu la chose, même si, objectivement, moi, personnellement, je me suis dit que le Parti Les Démocrates a pris la question, même du choix du duo, un peu trop tard. Parce que ce n'est pas il y a seulement un mois, ce n'est pas il y a 2 mois qu'on sait qu'il y aura élection, l'élection présidentielle le 12 avril 2026. Il y a longtemps qu'on a voté le code, c'est prévu dans la Constitution. Donc le parti a peut-être passé son temps à tirailler autour des questions du code électoral, à parler un peu de la fiabilité de la liste et de l'audit du fichier électoral, même si le parti a reçu les moyens pour faire ce audit-là, ce qui n'a rien donné par la suite. Donc j'ai l'impression qu'on a banalisé un peu la question et qu'on s'est retrouvé au pied du mur ou dos au mur, comme on le dit souvent. Alors, le parti n'était pas à l'élection présidentielle de 2021. Il ne sera visiblement pas sur, on va dire quoi, dans les starting blocks pour l'élection présidentielle de 2026 à venir. Est-ce que ce n'est pas un échec finalement pour la principale formation d'opposition? Un échec, un grand échec, un échec cuisant. Et je lis un peu l'amertume de tous ces militants qui ont fondé leur espoir sur cette formation politique qui aujourd'hui, il faut le reconnaître, incarne pour beaucoup des millions de Béninois l'alternance, enfin l'espoir d'alternance au sommet de l'État. Mais visiblement, le parti, à qui la faute, le parti même saura tirer les conclusions. Mais pour ce que nous avons lu, il y a de sérieux problèmes de leadership. J'ai l'impression que le leadership du président, de l'ancien chef d'État, Boni Yahi, à la tête de cette formation politique-là, ne fait pas l'unanimité. Parce qu'on parle d'imposition d'un candidat, on parle d'exclusion de militants, on parle de frustration. Donc je pense que c'est autant de choses que certains militants ont accumulées. Et aujourd'hui, comme Sodinou a peut-être quelque chose de quoi il peut faire mal, je pense qu'il n'a pas hésité à frapper. Chacun fera son commentaire de son attitude, mais lui se dit peut-être qu'il a ses raisons et qu'il était en droit de faire ce qu'il a fait là. Donc la faute, c'est le président. Je pense que personnellement, lui-même doit s'en vouloir de n'avoir pas permis à cette formation politique dont il a pris les rênes depuis 2023, de n'avoir pas permis à cette formation politique véritablement de participer à une élection qui est en quelque sorte le but d'une formation politique qui est créée pour conquérir le pouvoir d'État et les assets. Donc Boni Yahi va forcément s'en vouloir de ne pas avoir permis à son parti de présenter un duo à cette élection. Et c'est peut-être la raison pour laquelle, vous l'avez appris certainement, il a sollicité et obtenu du chef de l'État de le rencontrer dans la matinée. Ce vendredi, rencontre de tous les espoirs. Peut-être on est en train d'aller vers un compromis politique
pour permettre à cette formation politique de sortir du bourbier. Justement, au sein de la formation des démocrates, certains pointent du doigt une théorie complotiste. Ils estiment que c'est la majorité présidentielle qui veut faire voler en éclats leurs espoirs de participation à la prochaine élection présidentielle. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Mais quand on vous parle d'une situation qui a prévalu le 2, déjà dès que l'individu a retiré son parrainage, je ne sais pas si depuis cette date-là, la mouvance présidentielle était en train de tirer les ficelles ou bien d'agir dans l'ombre. Qu'on cesse quand même de distraire. Je pense qu'il y a eu assez de cafouillage, assez... Vous pensez que c'est une fuite en avant? Assez de cafouille, je pense que c'est juste quelque chose qu'on a inventé. Et puis, ça a déjà battu en brèche depuis que Ngoundete a sorti sa lettre. Peut-être c'est un alibi sur lequel les leaders de la formation politique de l'opposition voulaient surfer pour manipuler un peu l'opinion publique. Mais dès que Ngoundete a fait des révélations dans sa correspondance, lesquelles ont été confirmées même par Sodjinou dans les différentes déclarations qu'il a faites, je trouve qu'aujourd'hui, le parti a de bonnes raisons de s'en vouloir. Il ne faut pas chercher son malheur dans le truc de l'autre. Là, il y avait de sérieux problèmes, même si on a travaillé quand même à terre ces querelles internes-là, ces dissensions, ces clivages-là au niveau du parti. Au moins, les derniers événements, les épisodes que nous ont livrés, et ces dernières actualités-là nous montrent aujourd'hui qu'il y a véritablement problème au niveau de cette formation politique qui saura, je le dis encore, tirer les leçons de cette situation. Il y a un autre scrutin dont le dossier de candidature vient assez vite, ce sont les communales. La Sénat l'a déjà annoncé d'ailleurs. Comment est-ce qu'on reste concentré sur cette élection quand on sait qu'on n'a pas fini de gérer la patate chaude de la présidentielle? Bon, je pense que... Pour le Parti Les Démocrates... On devra se concentrer. C'est vrai qu'on ne va forcément pas aborder cette étape-là avec beaucoup de sérénité, parce que c'est un coup d'assommoir que le parti vient de recevoir à travers cette décision de la Cour constitutionnelle. Mais on devra travailler à reprendre les esprits, parce que la première bataille se gagne peut-être déjà au niveau du parrainage. Et l'expérience du cas Sodjinou doit amener le parti à travailler, à renforcer son ancrage, à s'octroyer un nombre suffisant de parrains pour éviter qu'un seul parrainage ne puisse faire voler en éclats le rêve de tout un peuple, de toute une horde de militants. Donc, aborder ces questions, oublier peut-être la présidentielle, entre griffes, même si c'est difficile à admettre, et se concentrer, n'est-ce pas, sur les prochaines échéances couplées, législatives et communales, prévues pour se tenir le 11 janvier 2026. Merci beaucoup à vous, Gabin Goubiyi, rédacteur en chef du quotidien Le Matinal. Vous êtes éditorialiste également. Merci d'avoir porté votre regard sur cette actualité liée donc à la présidentielle de 2026. On va surveiller de très près cette rencontre entre l'ancien chef d'État Boni Yayi et le président Patrice Talon pour voir ce qu'il en sera. Et on viendra sans doute au besoin décortiquer tout ceci sur La Matinale. Bonjour le Bénin. Bonjour le Bénin vous revient dans quelques minutes. À tout de suite. Bienvenue si vous venez tout juste à l'instant de nous rejoindre sur Bonjour le Bénin. C'est votre matinale qui a lieu tous les jours du lundi au vendredi entre 7h et 9h, 6h, 8h, temps universel. Pat, bonjour. Oui, bonjour Rodrigue Mengan. C'est la grâce d'être là. D'accord. Beaucoup de plaisir aussi. Oui. Heureuse, bonjour. Pourquoi Pat d'abord? Bonjour Herman. Bon, ok, voilà. Je suis heureux. Nous sommes vendredi. Finissez par une bonne galanterie quand même. D'accord. Patrick, je suis heureux d'être avec Heureuse. Patrick, je retis mon bonjour. D'accord. Heureuse, bonjour. Bonjour Herman. Comment allez-vous? Je me porte à merveille. On va faire comme en Afrique. La famille, tout le monde va bien. Tout le monde. Les enfants. Ça va. La belle-mère, le beau-père. Tout le monde. Les voisins du quartier. On a qu'à s'en arrêter là. Sinon c'est kilométrique cette salutation. Allez, messieurs, dames, merci de nous rejoindre donc sur le plateau de Bonjour le Bénin. C'est événement à la une avec Patrick Diossou et on s'intéresse justement à cet événement qui s'est tenu à Lagos, le forum de la création africaine qui est un rendez-vous devenu incontournable pour les acteurs des industries
industries culturelles et créatives du continent, les ICC. Pendant plusieurs jours, la ville nigériane a vibré au rythme des échanges, des expositions et des rencontres entre créateurs, investisseurs et décideurs venus repenser la place de la culture dans le développement africain. On va y revenir tout à l'heure, mais avant, il y a toute une pile de dossiers que vous avez sous le bras. Patrick, oui, une pile de dossiers. Que vous avez sous le bras, qu'il faut déjà commencer par expédier les uns après les autres. Les uns après les autres. On commence par l'éphéméride du jour. Oui, l'éphéméride du jour, on est le 24 octobre. Et le 24 octobre, je commence déjà par une année qui n'est pas très proche, 1964. 1964, le 24 octobre, c'était le jour de l'indépendance d'un pays devenu Zambie. Et c'était la Rhodésie du Nord, sous protectorat britannique. Et la Rhodésie du Sud est devenue Zimbabwe en 1980. Mais le 24 octobre 1964, la Rhodésie du Nord est devenue Zambie. Et en 2008, c'est un grand saut, 64 à 2008. Vraiment. Sabine Bonnet. Sabine Bonnet, elle est la première femme à avoir officié un match de football. D'accord. Sabine Bonnet. Sabine Bonnet, oui. Première femme, c'était durant un match. Quelle nationalité? Elle est française. C'était en France, Bonnet. Et en France, c'était un match entre SCO Angers. Jusqu'au d'Angers. Oui, et Tour FC. C'est ça. Je n'ai pas raté. Tour FC, c'est ça. Ah, ok. Bon. Et le foot et moi, on est sur deux planètes différentes. Bon, c'était le championnat de Ligue 2. D'accord. Je n'ai pas raté non plus. Le championnat de Ligue 2, bien sûr, c'est ça. La deuxième division. Ok, d'accord. Voilà la précision. Alors, on repart en 1929. 1929, le 24 octobre, c'était un jeudi. Le jeudi noir. Ça vous rappelle quelque chose? Ah bien oui, sûr. on a eu ça en histoire. Oui, le crash boursier. 1929. Pourquoi je repars en 1929? Parce que quelques années après, en 1945, toujours ce 24 octobre, la Charte des Nations Unies a été ratifiée. Une charte qui a été signée par 51 pays, et déjà en juin 1945. Mais le 24 octobre, cette charte a été ratifiée et tous les pays ont accepté cette charte. Et nous abordons en même temps la journée mondiale, parce qu'aujourd'hui, c'est le 24 octobre, journée mondiale des Nations Unies. Journée consacrée entièrement aux Nations Unies, à tout ce qui tourne autour des Nations Unies. Et pour cette journée, il est dit que 80 ans ont permis de servir la paix et le progrès dans le monde. Paix et progrès dans le monde. Et lorsqu'on se retrouve en situation de paix, il y a l'ONU qui intervient dans tous les pays pour pouvoir régulariser ou réguler. C'est le mot que je cherchais. Réguler la paix. Le français est délicat. Non, le mot est bien là, mais je voulais jouer au savant. Vous êtes un savant, Patrick. Oh, bon. Soyez rassurés. Merci. Alors, réguler la paix et assurer le progrès par tout ce qui peut permettre à l'humanité d'avoir du social, du pain dans son assiette. Donc la paix et le pain. D'accord. Très bien. Pour cette journée, il y a beaucoup de manifestations qui sont prévues à travers tous les pays. Je ne voudrais pas citer les manifestations du Bénin. Le Bénin, on a préféré tabler aujourd'hui sur une manifestation. Le Mansa, non, c'est la Mansa. D'accord. De Mansa. Oui. Mansa, tout court. Mansa, tout court. C'est comme Madagascar, ça n'a pas d'article. C'est comme Djibouti aussi. Oui, oui. Mansa. Lise Gomis, bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. C'est un plaisir de vous avoir sur le plateau de Bonjour le Bénin. Oui, vous êtes une journaliste, vous êtes une réalisatrice, vous êtes une animatrice d'émission, vous êtes une consultante en matière... C'est une consoeur alors. Oui, c'est une consoeur. Elle est rompue à la tâche de parler devant la caméra, donc zéro stress. Elle est comme chez elle. Voilà. Elle retrouve son monde, elle retrouve son milieu naturel. Comme un poisson qui rentre dans l'eau. Oui. Et elle est avec Sarah Kodjo, qui est
une créatrice de mode, une créatrice de luxe. C'est l'expression que j'aime bien dire par rapport à elle. Bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Très bien. Merci de me recevoir. On a connu Sarah Connor, qui est mère de John Connor, mais elle, c'est Sarah Kodjo. D'accord. Ça sonne bien. Bien sûr, Kodjo Connor. Connor, c'est Terminator. Vous êtes... C'était mon surnom à l'école. Oui. Ah, en plus. Ah, ok. Alors, Terminator, elle a travaillé sur l'intelligence artificielle. Terminator, ça fait penser à robotique, ça fait penser à l'intelligence artificielle aussi. On va revenir à vous tout à l'heure, mais on parle d'abord de Mansa. Mansa, ce n'est pas le Mansa, Kakou Mansa, mais c'est la maison. Oui, ça vient de là. Donc, les deux mots se rejoignent. Exactement. On voulait donner à cette institution donc, culturelle dédiée à la création contemporaine africaine, on voulait lui donner un nom qui portait la fierté et qui portait aussi une certaine forme de puissance. Et donc, c'est la raison pour laquelle on s'est arrêté sur Mansa, parce que Mansa Moussa, l'empereur, le roi des rois, était un homme puissant. Et il a été aussi, à son époque, le plus riche du monde. Et c'était aussi quelqu'un qui a commercé entre l'Europe jusqu'au Proche-Orient. Et donc, on s'est dit que c'était la bonne personne qui crée le lien. Et par ailleurs, est aussi une figure iconique et une figure de puissance, oui. Oui, alors parlez-nous de Mansa, la maison des arts. Alors, cette maison des mondes africains, elle est donc née à Paris. Nous avons ouvert nos portes le 4 octobre. Et donc, c'est un lieu pluridisciplinaire dans lequel nous faisons de la diffusion de différentes formes artistiques venues des mondes africains. Donc, évidemment du continent, mais également de la Caraïbe, du Brésil, de l'océan Indien et tout ce qui concerne la diaspora africaine en Europe. En France, c'est une première parce que nous n'avons pas d'institution qui parle du continent dans son intégralité. Existe l'Institut du monde arabe, mais comme son nom l'indique, il ne s'occupe que du monde arabe, donc le Maghreb et le Moyen-Orient. Et c'est vrai que c'était un manque à combler, puisque la France compte la plus grande diaspora africaine d'Europe. Et étant donné l'histoire de ce pays et la relation à ce continent, c'était quelque part étrange de ne pas avoir une institution culturelle qui était capable de, à la fois parler d'histoire, parfois parler de mémoire, mais aussi mettre en avant des artistes, des fois qui démarrent dans leur carrière, d'autres qui sont lancés depuis plus longtemps, et surtout dire au monde que les artistes africains ont toute leur place dans le récit global. Oui, justement, dans ce récit global, vous avez pensé créer le forum Création. Création Afrique. J'ai vu Création Afrique, mais quand c'est allé au Nigeria, c'est devenu Création Afrique. Non, c'était toujours Création Afrique. On a tenu à garder ce nom-là parce qu'on savait que, et en anglais et en français, tout le monde pouvait s'y retrouver exactement. Et donc oui, on revient de Création Africa, c'était donc la semaine dernière. La première édition a eu lieu en France, La première édition en 2023 en France, à Paris. Cette édition, donc, c'était une promesse du président de la République de faire cette seconde édition en terre africaine. Et donc, nous avons choisi le Nigeria pour sa puissance à la fois dans le soft power culturel, puisqu'ils sont présents sur beaucoup de domaines, le cinéma, la musique, et également parce qu'on savait que ça allait inspirer les jeunes que nous avons invités. Donc, on a invité 40 pays africains, plus de 700 invités. La délégation béninoise était composée de 18 personnalités, des jeunes, des moins jeunes. Et Sarah y était. Et Sarah a même gagné le prix du pitch de la mode digitale. Donc c'était une vraie expérience pendant laquelle des entrepreneurs sont venus, des investisseurs sont venus, il y avait des artistes, des producteurs, et l'idée c'était de créer un mélange entre tout cela pour que des contrats soient signés, des collaborations puissent naître. Et puis hier j'étais avec la délégation du Bénin et Sarah qui me disait par exemple que elle avait donc discuté avec des personnes du Lesotho, et donc la francophonie rencontre les anglophones et les lusophones, et tout ça crée de la valeur finalement. C'est carrément un marché. Exactement. C'est un énorme marché. Et vous avez parlé de 40 ou 44 pays représentés. Mais le choix du Nigeria, je reviens encore sur ce choix, parce que c'est un pays anglophone et c'est la France qui a choisi un pays anglophone. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui Il faut sortir de ses habitudes. Évidemment, la France a tendance à aller vers la francophonie parce que c'est plus facile, nous partageons une langue et forcément une histoire. Mais en 2025, il faut sortir
sortir des cadres et aussi permettre à tous ces jeunes que nous avons invités de sortir de leur zone de confort. Les pays anglophones ont cette capacité à être très business-oriented. C'est leur force. Ils savent, de toute façon, vous dites bonjour et puis la discussion d'après, c'est combien est-ce qu'on va faire d'argent ensemble. Donc c'était aussi important de les amener sur des plateformes qui ne leur ressemblent pas. On aurait pu faire en Côte d'Ivoire, on aurait pu faire au Bénin, mais j'ai envie de dire que pour des Sénégalais, des Béninois ou des Ivoiriens, c'est trop facile. Et là, de se dire que vous faites des connexions avec l'Afrique du Sud, avec le Kenya, avec l'Ouganda, vous ouvrez encore plus votre champ d'action. Oui, champ d'action, oui. Allez-y. On sait qu'aujourd'hui, les ICC, les industries culturelles et créatives représentent une part importante du marché de la culture aujourd'hui. À Lagos, est-ce que vous avez eu l'impression, de flairer la bonne affaire? Je pense oui, parce que quand on regarde les studios de films d'animation, de jeux vidéo, de cinéma, je n'en parle même pas puisque c'est la 3e puissance cinématographique. Quand on voit tout ça, évidemment, on a envie quelque part d'être sous le soleil avec eux et de prendre un peu de cette lumière et de cette force. Je n'arrête pas de dire cette puissance parce que c'est une puissance, on ne peut pas le nier. Et ils ont cette capacité aussi au Nigeria d'être tellement fiers de ce qu'ils font que vous finissez, quoi qu'il arrive, par adhérer à leur discours. Et ça, pour moi, ce sont des atouts et c'est des choses qui vous nourrissent quand vous êtes entre votre vingtaine, trentaine et que vous démarrez, d'avoir quelqu'un en face de vous qui est très confiant, qui sait de quoi il parle et qui vous dit là, je vais t'amener ici et nous allons faire ce chiffre d'affaires-là. C'est des choses qui sont importantes. On a fait un forum et pas un festival. On aurait pu faire un festival, inviter des humoristes, des chanteurs, des danseurs. Mais à la fin du festival, qu'est-ce qui reste? On a dansé, on a chanté et on s'est dit qu'on faisait du bon travail et c'est terminé. Là, il fallait amener la dimension économique parce qu'au bout du compte, ce sont des emplois et c'est l'avenir d'une génération qu'on est en train de jouer. Donc on ne peut pas se permettre de jouer avec ça. Et il fallait tout de suite mettre les pieds dans le plat. Et je pense que le Nigeria était le parfait pays pour mettre les pieds dans le plat. Tout à fait. Parfait pays pour mettre les pieds dans le plat. Et Sarah Cogno a mis les pieds dans le plat. Vous avez, vous avez travaillé. Et vous avez dit que vous avez digitalisé 90% de cette production qui est votre label. Oui. En fait, c'est parti d'une nécessité, parce que je me suis retrouvée dans une situation un peu bloquée à l'hôpital, où il fallait forcément que mes activités continuent. Et qui dit mode, déjà à la base, dit dessin, sketch à la main, ensuite sourcing des tissus, c'est-à-dire aller acheter les tissus, les matières premières et tout ça. Donc c'est tout un processus qui peut être long. Ensuite, il faut penser à la production de vêtements, donc des collections. On est souvent limité en quantité parce qu'on est en plus de ça dans l'industrie du luxe. Donc, qui dit luxe dit matières premières qui ont une certaine valeur, tissus qui ont une certaine valeur et main-d'œuvre même très, très qualifiée. Voilà. Et ensuite, il faut recruter de grandes équipes de production pour faire du contenu et vendre sur faire de la publicité sur les réseaux sociaux. Parce qu'on ne peut plus rien faire sans les réseaux sociaux aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, grâce à l'IA, j'ai digitalisé tout ça. C'est-à-dire qu'avec l'IA, je vais créer un nombre infini de modèles. Je vais je vais créer des êtres humains. C'est vous qui avez créé tout ça? Si, tout à fait. Et ce n'est pas de vrais êtres humains, contrairement à l'apparence. Voilà, donc c'est hyper réaliste. Donc je vais créer des personnages hyper réalistes. Je vais les habiller avec tous les détails que je veux pour ma collection. Je vais les mettre dans des décors qui vont vraiment tout mettre en valeur. Et je vais uploader ça sur les réseaux sociaux. Et je vais choisir, si je fais une collection je choisis 50 pièces, je vais réaliser en vrai peut-être 2 ou 3 pièces prototypes qui seront au showroom et qui permettront après de faire des commandes sur mesure. Parce que aujourd'hui, les gens en ont marre un peu de la fast fashion. Plus personne n'a envie de s'habiller comme l'autre. Donc, même quand les gens voyaient à la base, ils voulaient toujours commander leur version. Ah, moi, je veux ça en rouge. Ah, moi, je veux un petit détail différent ici. Aujourd'hui, je réduis la notion de perte d'argent. J'économise énormément sur les frais de production, sur les frais de stockage aussi, parce que je ne vais plus stocker 75 tenues, mais je vais stocker peut-être 5 tenues de mariage, 5 tenues corporate, une dizaine de bijoux. Donc, même côté créatif, on est encore plus créatif. Et donc, j'ai présenté au forum un projet de formation, parce qu'il ne faut pas être seul. Je pense qu'on
On n'applaudit pas avec une seule main. Oui, et en anglais on dit we rise collectively. Oui. Nous grandissons ensemble. Si le Nigeria a une force aujourd'hui dans le soft power, c'est pas à cause d'une seule personne. C'est parce qu'il y a, on prend juste la musique, il y a Davido, il y a Wizkid et les chanteurs par exemple, ça j'ai l'information claire et nette, ils s'entendent même pour choisir les dates auxquelles ils vont sortir leurs albums pour qu'il n'y ait pas exactement. Donc j'ai élaboré ce programme de formation pour former les designers, les créateurs de contenu, même vous, les journalistes, les animateurs, n'importe qui a envie d'utiliser l'intelligence artificielle pour être efficient dans son travail, donc perdre moins de temps, perdre moins d'argent et au-delà créer du visuel, ne plus dépendre de XY qui n'est pas là à l'heure ou voilà. Ce programme de formation existe désormais et c'est ce programme de formation que j'ai pitché à Lagos et j'ai montré quelques masterclass que j'ai eu l'opportunité de faire ici et au Nigeria, soutenu par l'État. C'était à l'occasion des journées de l'entrepreneur et aussi lors du mois de la mode. Puis j'ai fait une masterclass aussi à Lagos, à l'Institut français d'Abuja, Et j'ai des clients aussi, il y a des gens qui viennent et qui disent, bon, on a ce besoin, voilà. Mais donc, désormais, qu'avez-vous gagné de ce forum? Oh là, beaucoup de choses. Premièrement, ça m'a permis de mieux saisir les besoins de personnes qui font partie des ICC, mais dont je ne percevais pas forcément le besoin. Je donne un exemple, un de mes co-compétiteurs, lui, on va travailler ensemble sur un aspect particulier. Je donne un exemple, l'Amazon pour le Bénin, eux, ils ont un personnage qui a un chapeau traditionnel et une couverture. Parce qu'au Lesotho, il y a la neige. Et il veut désormais avoir son personnage typique à sa marque qui sera désormais l'élément imprimé sur les vêtements qu'il produit. Donc on va travailler ça avec l'intelligence artificielle, mais non seulement je vais travailler ça, mais je vais former ces équipes à créer différentes versions de ce personnage qui devient une emblème de sa marque. Donc ça m'a permis de rencontrer, de me soumettre à d'autres besoins, donc d'avoir une vision beaucoup plus large des besoins potentiels. J'ai rencontré aussi des gens dans l'animation et le gaming qui m'ont parlé de leur besoin d'avoir des personnages aussi réaliste que ce que je fais. Imaginez un jeu où vous avez l'impression que c'est vraiment... ce n'est plus de la 3D, mais c'est comme quelqu'un qui vous parle. Qui vous parle voilà, exactement. Vous avez été formé? Non, je suis totalement autodidacte dans ce domaine. Mais à la base, je suis cost killer. Donc, j'ai toujours été dans la recherche de réduire les coûts. Efficacité. Efficacité. Vous avez commencé depuis Dakar. C'est ça. Oui, au Sénégal. Nangadef. Magnifique. Ce sont les Dakarois qui se retrouvent. D'accord. Oui. Alors, lorsque vous parlez, j'ai entendu dire que vous avez parlé de la mode qui est devenue un élément important pour l'économie au Nigeria et que ça se montre en Afrique du Sud. Mais dans l'Afrique qui est francophone, est-ce que vous pensez que la mode peut être déjà un grand élément d'économie? Oui, je le pense. Déjà, le Bénin a commencé avec le pain tissé. Il y a quelques années, c'était la promotion du wax. Et puis, petit à petit, les gens commençaient à prendre conscience. Le pain tissé, d'abord, on a remarqué, on a commencé à se tourner vers le pain tissé ghanéen, qui est hyper beau, labellisé, bien financé par l'État. Le quinté, exactement. Et puis, les Béninois, on a commencé à porter du pain tissé un peu plus. Bon, moi, j'en porte pas aujourd'hui, mais j'ai quand même mis des coris sur ma robe et je porte des perles. Et je me rappelle du batik. Voilà. C'est ça, de l'indigo, exactement. Oui. C'est de chez Funke. Ah, d'accord. Ok. Voilà. C'est devenu ma fournisseuse officielle. Ça, c'est bien. Super. Donc, c'est un peu ça. Il faut vraiment...
il faut pas se décourager et dire que dans nos pays francophones, non, ça l'est. C'est définitivement l'un des soft powers sur lesquels on doit... Il y a un retour de fierté. On doit travailler. Et il n'y a pas qu'au Bénin, en Côte d'Ivoire, les créatrices se multiplient. Au Sénégal aussi. Plus ou moins connues. Au Sénégal, n'en parlons pas. Il y a toujours eu de la créativité. Il y a toujours eu le couturier du quartier qui innovait en termes de broderie sur le bazin et tout ça. Donc voilà un peu. Oui, en parlant justement de créativité, Lise, lorsque la créativité, vous la mettez comme ça, vous n'avez pas une certaine crainte qu'au fur et à mesure, les créateurs vont se retrouver à court d'idées, à court d'innovation? Oh non, ce continent est tellement riche, n'est-ce pas? Tellement riche. Ce que j'ai vu à Création Africa, si je prends juste la délégation béninoise, les 18 personnes, vous pourriez les avoir sur le plateau et parler pendant 6 heures parce que ça se renouvelle tout le temps. Et puis, ils sont solidaires entre eux. Celui qui fait du jeu vidéo va aider Sarah sur ça. Sarah va aider celle qui fait de l'animation. Et c'est circulaire. Et ensuite, une fois qu'ils ont réfléchi ensemble, ça se déporte. Et il y a la Côte d'Ivoire qui entre en jeu. Et puis, on mélange, on partage nos cultures. Et puis ensuite, on pousse encore un peu plus. On descend au Rwanda. Et c'était ça la magie. C'était de pouvoir croiser toutes les cultures et de se dire que nous sommes loin d'avoir épuisé le sujet. Nous sommes les prochains, vraiment. Et Patrick, tout ceci est porté par Mansa, la maison des mondes africains. Quand on parle de Mansa, on a essayé d'aller brièvement décortiquer de quoi il s'agit, mais visuellement, à quoi ça ressemble. On va suivre ce visuel et on se retrouve juste derrière. Ça a commencé un peu comme ça. On rembobine. Déjà, la première étape, ça a été de réunir une équipe autour de ce projet de Maison des mondes africains. Depuis janvier, on a été invité à de super événements. Et puis on a aussi organisé nos propres événements. Cette année, on a fait beaucoup de rencontres. D'ailleurs, pendant 6 mois, on a suivi de près l'artiste chorégraphe Smaïl Kanouté. Un mini-docu qui retrace sa grande aventure arrive bientôt. Et puis un jour de mars, on a trouvé un lieu où poser nos bagages. Combien de temps qu'on attend ça? J'en ai les larmes aux yeux. Je t'assure que quand j'ai signé le bail, vendredi soir, j'avais les larmes aux yeux, mais je voulais pas y croire. Là, on préparait les clés, je peux pas me dire que c'est vrai. Tu commences à y croire? Bah là, je commence plus que jamais à y croire. Enfin, tu vois, c'est... Ces derniers mois, on a pris le temps de s'installer et de préparer au mieux notre grande ouverture en octobre. Bref, beaucoup de boulot, quelques galères, mais un objectif qu'on n'a jamais perdu de vue. Construire la suite de Mansa avec vous dès la rentrée. Sérieux, quoi. Et en plus, dans un quartier que j'aime profondément. Au programme de la saison 25-26, une programmation dédiée pensée en 4 actes avec des expos, de la musique, des soirées, du cinéma, des expériences. Alors, vous serez là? Mansa, c'est aussi chez vous. Rejoignez l'aventure. Je pense que nous sommes déjà dans l'aventure. C'est pourquoi nous faisons cet exercice ce matin pour revenir sur ce Forum Africa qui s'est déroulé donc à Lagos. Patrick, on va faire un petit récap rapide avant donc de clore cet entretien. Oui, petit récap. Lagos, c'était magnifique. Mais s'il faut dire un mot pour résumer toute la pléiade de manifestations pour ce forum Création Afrique. Un seul mot, est-ce que je peux en avoir 2? Je dirais la connexion et la magie. Même 3, et la puissance. Parce que comme quand nous sommes ensemble, nous sommes très très puissants. Et ça, le monde n'est pas encore prêt à entendre cela, mais maintenant que nous l'avons vu à Lagos, il s'agit maintenant de déployer ça. Nous sommes très très puissants quand nous sommes ensemble. On peut toujours placer un 4e au besoin. Et le forum au Bénin, c'est pour... tous les Béninois m'ont demandé. On va d'abord rentrer à Paris, parce que je n'ai pas fait de pause. J'ai fait Lagos, je suis rentré à Paris brièvement, je suis revenu à Cotonou. Et là, tout le monde nous a parlé d'une édition ici à Cotonou. Le Bénin a le potentiel. Plus que le potentiel. Vous avez les infrastructures, vous avez le potentiel, et il y a les équipes. Donc je sais que
si on devait venir au Bénin, je saurais sur qui m'appuyer. Même si ce n'est pas le forum, peut-être un événement porté par Mansa qui réunit des créateurs ici à Cotonou. On sait qu'aujourd'hui, le Bénin se positionne sur plusieurs pôles, le digital, la culture, la mémoire. Donc ce sont autant de domaines qu'on peut explorer. Vous êtes en train de dire le projet que nous sommes en train de préparer. Donc hier, j'ai rencontré la formidable équipe de l'ADAC et nous préparons un projet qui va être international, fait avec une artiste béninoise. Je ne vous en dis pas plus, comme ça, vous aurez l'occasion de me réinviter pour que je vous parle de ça. Mais au mois de janvier, préparez-vous. Donc l'ADAC, Mansa, janvier prochain. Juste après les Vodou Days alors ou avant? Ou pendant les Vodou Days? Voilà, c'est plutôt dans cette période-là. Et je suis absolument ravie. Ça va être un projet magnifique, révolutionnaire, qui va mêler la mémoire, la technologie, l'illustration, la culture, et on va naviguer du Bénin jusqu'au Brésil. Vous avez fait un tour à Sémé-City? J'ai fait un tour à Sémé-City hier. J'ai rencontré la cohorte de Fly, donc avec Madame Claude Borna. Et également, nous sommes en train de discuter de monter un projet à Paris avec cette formidable cohorte. Non, le Bénin me traite bien. Et donc, j'ai envie de lui rendre bien. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Ça fait chaud au cœur. Ça fait chaud au cœur. Je suis fier d'être béninois et fier de rencontrer aussi une béninoise, Sarah, qui fait l'expérience avec eux. Oui, merci, très fier. Un mot qui puisse nous replonger dans cette connexion qu'il y a eu. Elle a parlé de connexion. Lagos, Cotonou. La créativité. La créativité. Tout court. C'est ça. Merci. On vous souhaite beaucoup de courage dans votre entreprise, plein succès. On passera vous voir, suivre de près ce que vous faites pour partager avec les téléspectateurs. Pourquoi pas partager quelques temps avec vous et revenir sur Bonjour le Bénin, en faire évidemment la restitution. Pat, vous avez encore 2 sujets rapidement à évacuer avant de clore rapidement. Événement à la une. Événement à la une. Demain, il y a les 25 ans d'une artiste qu'on a déjà reçue ici. Je veux juste rappeler, grâce à Canal Olympia. Elle sera sur la scène du Canal Olympia. Oui, One Woman Show. Grâce à Nila, alias Ife, c'est son nom. Oui, elle sera sur scène, One Woman Show. Elle vous invite, elle invite toute l'équipe à y aller. On y sera. Alors, mais demain, en même temps, il y a un autre événement, mais c'est en matinée, et c'est le lancement d'une trilogie. Ami, on l'a eu ici. Ami, on l'a eu ici. Yoguera le roi Saül. Oui, Yoguera le roi Saül. Mathieu Kérékou. Le roi David des temps modernes. Oui, le roi David des temps modernes. Et Patrice Talon? Patrice Talon. Un Messie. D'accord. Donc le Jésus-Christ. Alors, il a fait un travail de récapitulation. Il a cherché les ressemblances, les similitudes entre ces personnages et les personnages bibliques. Il a fait un travail de recherche, vraiment. C'est à lire. 3 ouvrages qu'il va lancer demain. Et c'est à l'hôtel Azalaï. Très bien. Merci beaucoup, Pat. Pour toutes ces informations, on se retrouve très prochainement parce que lundi, vous serez avec Alain Soutchoumé. Quant à moi, on se retrouve très, très bientôt. Heureuse, c'est à vous de plancher à présent. Vous laissez tomber le livre. On va ouvrir la page santé. On va retrouver les autres chroniqueuses, notamment Amandine Aniambossou, tout à l'heure. Donc, merci, Lise. Merci à vous. Bonne suite de séjour. Vous partez quand? Je pars dimanche, mais je vais faire un tour à Abomey et à Porto Novo. N'est-ce pas? Donc profitez bien, merci beaucoup. Prenez du plaisir, ressourcez-vous surtout et repartez à Paris avec beaucoup d'énergie et un peu de Bénin dans votre cœur. Sarah, bon courage. Merci. Bonjour le Bénin, santé avec Heureuse d'Anondé. Il y a cette grippe qui nous a tous pris depuis quelques jours. On ne comprend rien, on tousse, on Asie. On était nous. Certains ont voulu dire que c'est... Allez, je n'ai pas envie de dire le nom, mais ça nous a tous mis en confinement pendant quelques temps. Mais ce n'est pas ça à ce qu'il paraît. On aura des précisions avec vous. Soyons zen. Et on parlera aussi de yoga. Vous faites du yoga, Heureuse? À tout de suite. J'en fais. À tout de suite dans Instant Santé. Respirer. Quand on dit respirer, c'est... je tire un bon coup de respiration. Et surtout, retrouver l'équilibre, se concentrer. Et si, justement, la clé du mieux-être se trouvait simplement dans la respiration et le mouvement, longtemps perçue Heureuse comme une simple activité de détente
une gymnastique de l'esprit, eh bien, le yoga s'impose aujourd'hui comme une véritable thérapie du corps et de l'âme au fil des postures, des souffles du silence. Eh bien, cette discipline aide, à ce qu'il paraît, à apaiser le stress, soulager les douleurs chroniques, améliorer le sommeil et même accompagner certaines thérapies médicales. Vous l'avez essayé? Bien sûr. Je l'ai essayé, mais pas avec un professionnel en face de moi, mais avec sur YouTube, des démonstrations. Vous avez suivi des tutoriels? Oui. Vous avez suivi, pardon, des tutoriels? Bien sûr. Et c'était quand même pas mal, c'était intéressant. Je voudrais quand même qu'on traite, qu'on parle du mal avant de trouver des solutions qui puissent le traiter. Je propose qu'on parle de la grippe, parce que peut-être la spécialiste nous dira que le yoga pourrait nous aider. Le yoga peut traiter la grippe. C'est une affection bactérienne. Le stress lié à la grippe. Le yoga déstresse. Je comprends que vous voudriez qu'on parle de la grippe. Le pont que vous avez essayé d'établir est totalement bancal. Pas du tout. Pas du tout. C'est bien justifié. Justement, on va parler de la grippe parce que je l'annonçais en début. Cette grippe, Amandine, vous l'avez faite? Bonjour, Amandine. Bonjour. J'attendais ma salutation. Elle attend toujours sa salutation. Vous savez, quand je suis lancé, c'est comme un TGV. J'ai du mal à m'arrêter. Amandine va... Je ne suis pas un avion non plus. Il y aura une Amandine une amande. Amandine, ça va? Ça va bien. Excusez-moi, on est assortis curieusement. Je suis étonnée. En finit, on va à la mairie pour célébrer le mariage. Waouh. En tout cas, donc, vous allez très bien. Heureux, je ne sais pas de quoi vous parlez. Et vous allez me cesser ce rire. Ce rire bruyant qui me vient de la droite. Que mes amis téléspectateurs aiment bien. N'est-ce pas? C'est vrai que quand vous êtes sur le plateau, vous apportez beaucoup de bonne humeur. N'est-ce pas? À l'image de votre prénom, Heureuse. Je ne sais pas qui vous a donné le prénom, mais je pense que la personne a vu juste. C'est papa. Ah, c'est papa? Que je salue d'ailleurs, qui était peut-être... Il rit aussi souvent. Très free quand même. Très free? Oui. Parce que la plupart du temps, on a grandi avec des pères qui sont sérieux. C'est le contraire chez moi. Quand ils rentrent à la maison, plus personne ne parle. On est tous comme dans un camp militaire. C'est le contraire chez moi. J'ai vu maman taper les enfants, mais j'ai jamais vu papa taper les enfants. Ah oui? Ah bon? Je vous assure tout. Là, c'est... Apollinaire Dalondé que je salue. Estimez-vous heureuse? Ah ben oui, je le suis. Raison pour laquelle il vous a donné heureuse. Vraiment, vraiment. Chez moi, on toussait simplement, tout le monde est déjà dans la chambre. Chez moi, quand papa vient, tout le monde rentre dans la chambre. Il vient au salon, sort. Il est au dehors, tout le monde rentre dans la chambre. Donc vous êtes toujours tout le temps en train de vous croiser. On comprend pourquoi vous êtes Amandine, c'est pas loin de Amande. Parce qu'on n'est pas sérieux, on risquait les amendes. Voilà. Non, mais revenons aux choses plus sérieuses. C'était une parenthèse ouverte et fermée. Oui. On va parler de cette grippe. Franchement, beaucoup de gens se posent des questions. Vraiment qu'est-ce qui se passe sur réellement. Rien de grave, je vais déjà dire. Et on a notre docteur au Boudou qui va également nous rassurer. Mais il faut quand même préciser. Il faut préciser que beaucoup ont cette fièvre-là qui survient. La fièvre, la toux. Le rhume. Et puis ça démarre souvent par des éternuements. Et c'est ça qui suscite la contamination. Parce que la grippe fait partie de ces maladies très, très contagieuses. Entre nous, ici déjà, s'il n'y a pas une distanciation, s'il n'y a pas un masque, il suffit juste que par des gouttelettes de salive, en parlant, et puis une salive infectée, bien sûr, et c'est fini. Celui qui n'a pas une immunité assez forte. Comme moi. Non, c'est vrai, j'attrape ça rapidement. La grippe a une telle facilité de contagion. Une facilité à agripper. Sinon, à s'agripper même aux gens. Non, mais c'est vrai que c'est agaçant. Hein. Depuis quelques jours, tout le monde nasit dans la maison. Oui. Et puis... Même les enfants aussi. C'est ça. Il y a une douleur. Une irritation au niveau de la gorge. Oui. Les mêmes symptômes. Bon, qu'on le veuille ou pas, la maladie que vous avez, l'épidémie que vous aviez évoquée tantôt, c'est une grippe aussi. Donc, les symptômes, non. Mais malheureusement, c'est un thème qui traumatise. Du coup, on essaie au maximum d'éviter de prononcer ça. Comme beaucoup de personnes, dans une même période, commencent par choper une grippe. Tellement on a été traumatisé par la Covid qu'on ne s'empêche pas de s'y... La psychose, mais ce n'est pas du tout le cas. Sinon, nos autorités se seraient déjà... ou bien auraient déjà
présenter un communiqué, annoncer, dire prenez des... Non, tout ce qui se passe actuellement, selon le président des infectiologues, le président de la Société béninoise des infectiologues, tout se passe dans l'ordre normal des choses. C'est une grippe qui a toujours existé. Mais qui est due à quoi? Qui existera toujours? Qui existera toujours, mais c'est comme si d'année en année, ça va de pire en pire, si je peux me permettre de le dire. C'est déjà pire en fait. De mal en pire. Donc voilà un peu, mais nous avons le médecin sur ce plateau. Docteur, vous êtes avec nous. Il est en ligne, n'est-ce pas? Bien sûr, il est en ligne. Merci d'être là. Un docteur très calme, hein, très doux au téléphone. Je vais vous demander d'osser le ton. Entre la douceur du médecin et l'information qu'il veut nous porter. La douceur de la voix, donc il faudrait qu'on l'entende mieux. Alors, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes médecin généraliste. Et je voudrais savoir avec vous pourquoi chaque année, cela semble évoluer de mal en pire, comme mon collègue le disait tantôt. C'est une crainte de ressurgence de la grippe vécue en 2019. Qu'est-ce qui pourrait expliquer cela? Merci pour l'invitation. J'espère que vous m'entendez. On vous entend totalement. On vous entend parfaitement. D'accord. Donc, je ne saurais d'abord répondre à cette question. L'idée de la grippe, déjà d'abord supérieur, pour évoluer vers une infection de la réservoir inférieure, c'est-à-dire une infection pulmonaire. Ok. Depuis la période de nos grands-parents, nous avons des épisodes de grippe. Depuis le temps de nos grands-parents? De nos grands-parents, oui. Et depuis quelques années, on a remarqué qu'il y a une accentuation, et cela est dû à un certain nombre de facteurs. D'accord. Déjà, le virus de la grippe est un virus qui est instable, surtout l'influenza, et c'est justement ce virus qu'on rencontre chaque année. D'accord. Donc, il s'améliore, la souche s'améliore d'année en année, et il y a des mutations. Donc, ces mutations font que le système immunitaire est partiellement inefficace, parce que le virus rencontré en année 2024 s'est amélioré d'une manière ou d'une autre. En 2025, l'organisme n'arrive pas à reconnaître complètement ce virus, donc nous développons des symptômes. L'organisme s'adapte. L'année qui suit, c'est de nouvelles souches qui se font. Il faut également noter qu'il y a des facteurs qui favorisent la propagation, comme le froid, l'humidité, le vent sec. Et là, vous pouvez remarquer qu'en fin d'année, il y a un vent sec, l'harmattan, qui facilite en réalité cette transmission entre personnes. D'accord. Et donc, c'est justement pour ça, c'est le changement constant du virus qui peut expliquer l'impression d'aller de mal en pire, mais en réalité, ce n'est pas ça. Ou à chaque fois, on pense avoir une nouvelle grippe, un nouveau problème de santé. Mais est-ce que vous pouvez nous proposer aujourd'hui des moyens de prévention, parce que le mal est là déjà? Tout à fait. Les moyens de prévention sont déjà multiples dans des pays développés, également au Bénin aussi. Il y a des vaccinations. Le vaccin contre la grippe est disponible au Bénin? Où on sensibilise l'organisme pour la protection, mais également des mesures barrières. Des mesures barrières comme un lavage régulier des mains, éviction de tousser dans les mains, mais plutôt dans le creux du coude ou dans un mouchoir jetable. Et porter un masque quand on se sent malade. D'accord. Il faut aérer les pièces, éviter la promiscuité et se servir d'un gel hydroalcoolique qu'on peut porter ce soir à tout moment. D'accord. Maintenant, quand est-ce qu'on devrait s'inquiéter? Il faut s'inquiéter, comme vous l'avez dit, il y a un instant, c'est la particularité de l'influenza différent
du coronavirus, je précise, c'est la fièvre. C'est la fièvre. Par contre, dans le coronavirus, la fièvre peut être inconstante. On peut justement en faire de la fièvre ou pas. D'accord. Donc, il faut s'inquiéter quand les symptômes deviennent insupportables. Et déjà, plus de 4 jours de fièvre non contrôlée. Vous l'avez su bien préciser tout à l'heure. On peut en faire des fièvres jusqu'à 39-40 de fièvre. Face à cette grippe différente de coronavirus, je précise encore. D'accord. Oui. Merci donc, au bout de 4 jours de fièvre ou un patient qui a du mal à respirer et qui sent une fatigue intense, une douleur à la poitrine, il faut consulter un automatiquement. D'accord. Merci beaucoup, docteur, pour cette intrusion chez vous aujourd'hui. Je sais que vous étiez de garde depuis hier. Merci quand même de nous avoir reçus en consultation ce matin. Portez-vous très bien. Merci bien. Eh bien, voilà. C'est pour la bonne cause. Il faut dire également qu'on n'a pas attendu l'avis d'un médecin avant de commencer les mesures barrières. J'ai déjà vu des collègues avec des cache-nez. Tout le temps, depuis quelques temps, c'est ça, tout le monde a son cache-nez. Donc, on évite avec son cache. Donc, on évite de contaminer les autres collègues. Et il le faut concrètement pour que la psychose baisse. Et ça arrête. Oui. Très bien. Donc voilà, vous savez désormais ce qu'il faut faire lorsque vous commencez pas à sentir les symptômes de cette grippe que tout le monde est en train de choper dernièrement. Déjà, privilégier les mesures barrières. On l'a rappelé tout à l'heure, lorsque vous voulez tousser dans le creux du coude. N'hésitez pas à porter un masque lorsque vous sentez que vous commencez pas à avoir les premiers symptômes. Ou même pour la prévention, vous pouvez mettre un cache-nez. Vous lavez régulièrement les mains. On sait que depuis que la Covid a disparu presque. Discipliné en cette matière. C'est devenu un réflexe. Oui, c'est devenu un réflexe, certes, pour certains qui ont justement de la rigueur dans l'exécution de ce principe-là. Mais c'est que le dispositif de lave-main a totalement disparu. Donc, il faut retrouver cette habitude-là qu'on avait commencé par d'avoir nos petits gels avec hydroalcoolique pour de temps en temps se nettoyer. Voilà ce qui est pour l'instant sensibilisation donc, sur cette pathologie. On va en revenir au sujet du jour. On parle du yoga. On a 10 minutes heureuses pour boucler l'affaire. Parfait. On va essayer de rester dedans, comme il se doit. Alors, merci d'être avec nous, Madame. Présentez-vous. Djibodi Adogli. Bénino togolaise. Voilà, c'est ça. Parfait. J'ai un pied dans chaque pays. Ah, ça, c'est intéressant. Super. Alors, le yoga. Oui. Pour le bien-être. Oui. Donc, pour faire la transition avec la grippe. Qui stresse beaucoup. Oui. Disons que la grippe, c'est les poumons. C'est les voies respiratoires. Et les poumons, c'est aussi relié au gros intestin. C'est ce qu'on mange aussi. Donc, quand on est... Bon, évidemment, il faut être dans la prévention, donc renforcer ses défenses immunitaires. Parce que même si on a les défenses immunitaires qui sont renforcées, on peut l'attraper, mais ça va vite passer comme une lettre à la poste. D'accord. Et quand nos défenses ne sont pas assez solides, là, ça dure plus longtemps. Donc voilà, il faut faire attention à ce qu'on mange, manger moins ce qui colle aux intestins. D'accord. Éviter le lait si c'est possible, éviter tout ce qui est gluten, le pain, les beignets, tout ça. Donc vous ne mangez rien de tout ça? J'en mange, mais quand vous avez la grippe, il faut éviter ça parce que ça entretient en fait. Voilà, exactement. Parce que c'est les poumons, mais les poumons sont reliés. Dans la médecine chinoise, c'est relié au gros intestin. Gros intestin, au côlon. Voilà. Donc, il faut faire attention à l'alimentation. La pratique du yoga. Donc, la pratique du yoga, le yoga, déjà, on va beaucoup respirer. Ça va être des postures pour harmoniser le corps et l'esprit. On en a quelques-unes qu'on verra d'ailleurs. Voilà. Je vais vous montrer quelques postures toutes simples. Et vous savez, le yoga, c'est très bien aussi parce que
certaines personnes âgées ne peuvent plus vraiment faire du sport. Alors que le yoga, ils peuvent l'adapter parce qu'il y a différentes formes de yoga. Moi, le yoga que je propose, c'est un yoga qui est très doux, qui s'appelle le Tao Yin Yoga, qui est plutôt inspiré du yoga ancien chinois. Voilà. Donc ça va plus, on va plus respirer, rester plus longtemps dans les postures et on va solliciter beaucoup le psoas qui est un muscle qui relie le haut du corps et le bas du corps. Et aussi les lombaires. Voilà. Parce que on peut passer à l'action, on peut vous voir faire tout ça. Voilà, je finis juste parce que en fait ces muscles-là, on les sollicite parce qu'ils vont nous donner vraiment la force vitale. Et quand on prend de l'âge, qu'est-ce qu'on perd le plus? C'est la force vitale. On a besoin d'énergie. Et donc, voilà, c'est pour cela. Alors, à la réalisation, vous avez déjà votre tapis dressé. Oui, voilà, mon tapis est là. On peut passer? Oui, bien sûr. D'accord, on va vous suivre à l'œuvre. Vous êtes notre guide. Allez-y. Allez-y. Je vais juste enlever ça. Ok, on va retirer l'euro. Oui. D'accord. Parce que par moment, on peut avoir chaud. Donnez la tenue, je vous garde ça. Et toujours avoir une bouteille d'eau à côté pour pouvoir s'hydrater. Voilà, quand on fait du sport, quand on sollicite nos muscles et la respiration, c'est bien d'avoir de l'eau pour s'hydrater. Donc, voilà. Donc, pour commencer, je vais enlever les lunettes. D'accord. Donc, on peut faire des postures debout et puis des postures assis, à genoux. Donc, debout, par exemple, on peut déjà commencer à respirer, prendre une profonde inspiration. On inspire par le nez et on expire par la bouche. On revient dans son corps. Voilà, donc on peut respirer dans le ventre. À l'inspire, on gonfle le ventre. À l'expire, on souffle et on dégonfle le ventre. Déjà, vous allez voir que à partir du moment où on commence à respirer, on déconnecte avec la tête et on est beaucoup plus dans le corps. Donc on peut tout doucement commencer à étirer le cou, comme ça, vers la droite, vers la gauche, vers l'avant, vers l'arrière. On sollicite énormément la tête et le cou parce qu'on est tout le temps penché sur nos téléphones portables, en train d'écrire des messages, en train de faire des... Donc par moments, c'est bien de soulager un peu le cou qui porte notre grosse tête, qui est plein de pensées, qui est plein d'idées. Donc voilà, ça fait du bien. Après, on peut aussi libérer les tensions dans les épaules, au niveau du bassin, parce qu'on passe beaucoup de temps assis, surtout nos mamans au marché. On ne devrait pas rester plus de 2 heures assis sans bouger un petit peu comme ça. Voilà, c'est un peu comme la danse africaine. Ensuite, les genoux, ça c'est du yoga taoïste, mais c'est presque du tai chi. Ah d'accord. Voilà. Et puis après, soulager aussi nos articulations avec les poignets, les chevilles. Voilà. Okay. Déjà, on est déjà dans son corps à partir du moment où on est comme ça. Ensuite, on peut passer au sol, à genoux. On peut commencer la posture à genoux. Bon, moi je vous montre les postures, mais s'il y a des choses que vous ne pouvez pas faire, vous écoutez aussi votre corps. Voilà, on n'est pas ici dans la compétition, on est là pour se faire du bien. Donc, si moi je vous montre ça, que ce n'est pas possible, vous pouvez juste vous redresser un petit peu pour soulager si ça tire trop. Voilà. Ensuite, essayez de faire des choses comme ceci. Voilà. Et il y a cette posture qui fait beaucoup de bien aussi. Ok. Donc ça, on appelle ça la posture de l'enfant. Ok. Et ça agit sur quoi précisément? Et ça va beaucoup détendre tout le bas du dos, les lombaires. Ok.
Et puis surtout pour les femmes enceintes, c'est bien parce que ça permet vraiment de laisser de l'espace au ventre. Le ventre est là, posé entre les deux, les cuisses. Voilà, donc ça fait du bien. Ensuite, on peut revenir dans la posture à genoux. Et une dernière posture, parce que le temps... Oui, ben, c'est dommage qu'on n'ait pas beaucoup de temps. Franchement. Allez, on va faire une posture allongée aussi. Ça fait du bien pour les personnes qui ne peuvent pas trop s'accroupir, voilà. Faire toutes ces choses-là. Donc, il y a cette posture qui fait du bien. On fléchit les genoux et puis on peut basculer comme ça pour se faire un peu comme un léger massage. Et il y a cette posture qui est super aussi pour les personnes qui ont des problèmes de sciatique, par exemple. D'accord. Voilà, on lève le genou, on fléchit un genou, et puis on essaie de ramener le genou droit vers le sol. Voilà, lever légèrement la tête. Wow. Voilà. Et puis on peut aussi jouer comme un bébé. Il faut beaucoup regarder les bébés. Hein. Vraiment. Ils sont dans leur berceau et puis ils font des areux, ils jouent. C'est ce qui peut nous être bénéfique aussi à nous adultes. Et quand on a fini, il ne faut jamais se lever d'un coup. Il faut toujours se retourner sur le côté. On revient, posture assise. Et puis hop. On se lève. On se lève. Ah, d'accord. Et tout doucement, on revient debout. Et on salue. Merci beaucoup. Et puis on boit un peu d'eau, n'est-ce pas? On boit un peu d'eau. À votre santé. Merci beaucoup. Merci bien, franchement. J'ai aimé, je crois que je vais essayer. Je vais passer. Et vous avez une bonne nouvelle pour nous. Oui. N'est-ce pas? Bientôt, ce sera au Sofitel. Non. Le Sofitel, ce sera l'aquagym. D'accord, l'aquagym. J'ai fait une demande pour Sofitel, mais ça peut aussi être au Novotel. D'accord. Là où il y a une piscine. D'accord. Là où il y a une piscine. D'accord. Donc on peut faire la même chose dans l'eau. Ah, mais voilà. L'avantage dans l'eau, c'est qu'on se sent plus léger. Et du coup, on y va, et après, c'est quand on sort de l'eau qu'on se dit « Ah, mais j'ai vraiment fait du sport, on a des tensions, et du coup, c'est bien de s'étirer. » On sera avec vous pour l'aquagym, pour le yoga aqua aussi. Voilà. Et sinon, pour le yoga, ça sera à l'espace ICEDA. C'est à l'espace ICEDA qui est à la Haie Vive. Un très bel endroit où il y a de la nature, des plantes. La direction de la direction commerciale tapera à votre porte incessamment. C'est à votre porte, Heureuse, que ça va taper. Heureuse, c'est à votre porte que ça va taper. Mais alors, on a aimé. Je pense que Heureuse, malheureusement, on aurait aimé continuer davantage, mais le temps est parti. Non, mais la chance que nous avons, c'est que l'émission sera en ligne. Oui, donc les citoyens peuvent récupérer cette partie. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir, franchement sur cette chronique. Pourquoi pas aller tourner avec Madame en pleine nature. Ça va plus aller nous emmener dans l'ambiance, parce que faire du yoga sur un plateau de télé avec la lumière et tout ça, c'est pas toujours ce qu'il faut. Donc moi je propose qu'on va revenir dessus, c'est promis. On reviendra vous voir en pleine nature. Et pourquoi pas on ira tous pour le bonheur des téléspectateurs. C'est vrai que me voir faire du yoga, c'est pas la chose. Avec son gabarit, en train de faire du yoga. J'emmène mes élèves en randonnée dans la nature justement pour faire respirer. Il faut beaucoup respirer. Absolument. Et c'est de cette nature-là que nous parlons pour boucler cette émission. Ce sera avec Amandine Anyamboso. On va prendre la direction de nos eaux. On va parler du bassin du Mono tout de suite et maintenant. C'est bien évidemment l'avant-dernière chronique de cette émission. Béni en mouvement. Amandine, vous nous amenez sur le bassin du Mono. De quoi s'agit-il? Oui, Herman Amégan, ce matin, on va parler de l'autorité du bassin du Mono. Je reçois Daniel Akouma. Il est ingénieur agro-hydraulique chargé de recherche dans le Morbihan, c'est en Bretagne. Il conduit actuellement au Bénin un projet sur la gestion quantitative de l'eau au niveau du bassin du Mono. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur journaliste. Dites-nous, quand on parle de la gestion quantitative de l'eau, de quoi parle-t-on exactement? Alors, je remercie les journalistes et vous manifeste ma gratitude d'être invité sur ce téléplateau. La gestion quantitative de l'eau, comme vous l'entendez, il y a gestion, management, il y a quantitative, quantité.
Donc, comment faire pour que l'on sache réellement la quantité de l'eau disponible dans les bassins versants et s'assurer de ce que cette quantité d'eau disponible couvre les besoins des usagers et les besoins des milieux aquatiques. Et pourquoi avoir choisi le fleuve Mono? Alors, le fleuve Mono, ça fut en fait le territoire d'étude de mon projet en master. Je rappelle que j'ai fait l'Institut national de l'eau avant de rejoindre la France où je travaille actuellement. Et donc, j'avais déjà des prémices en la matière. Donc, quand on fait la recherche, c'est de façon progressive. Vous avez des éléments et après, on grandit progressivement pour vous donner l'arme et les outils qu'il faut pour affronter votre parcours scientifique. Et donc, j'avais travaillé en fait sur ce bassin. Cela m'a permis de comprendre réellement l'état de ce bassin, de m'approprier de certains enjeux avant de partir en France actuellement. Et quel est alors l'état des lieux de ce bassin? Alors, ce qu'il faut savoir, le bassin du Mono, d'abord, du point de vue géographique, est transfrontalier entre le Bénin et le Togo. Et cette étude que nous avons menée, c'était en 2022. Donc, la période d'étude couvrait 2009 à 2021. Et on a réalisé qu'il y avait un équilibre, mais qui était très fragile. On parle d'équilibre lorsque la ressource disponible peut couvrir les besoins des usagers. Quand je parle d'usagers, je peux parler d'alimentation en eau potable, je vais parler de l'hydroélectricité, je vais parler de l'agriculture, de l'irrigation. Et donc, c'est cet état des lieux qui avait été fait avec pour résultat un équilibre très fragile. L'équilibre étant très fragile, dès qu'il y aura des effets de dérèglement climatique ou un accroissement de l'évapotranspiration, il y aura une perte considérable de l'eau en fait dans le cours d'eau, ce qui va donc agir en fait sur la quantité d'eau disponible. Donc c'est fragile et c'est d'ailleurs en fait ce qui m'a motivé à aller approfondir cette étude actuellement où nous n'allons plus simplement nous focaliser sur la quantité de l'eau qui est disponible, mais on va aussi s'intéresser aux enjeux écologiques. Je parle d'enjeux écologiques parce que j'ai précédemment évoqué le barrage hydroélectrique qui est à Nagbito. Ce barrage a un rôle de production électrique. Mais en même temps, en produisant de l'électricité, il faut s'assurer que le milieu aquatique vive. On parle de la biocénose, on parle du biotope. Donc l'enjeu de cette étude, c'est réellement de trouver le juste milieu pour qu'en produisant de l'énergie électrique, on s'assure aussi que cette biocénose, que ces êtres vivants du milieu aquatique aient l'optimum écologique qu'il faut pour continuer par vie, parce que le milieu aquatique joue plusieurs autres rôles. Il y a les fonctions écosystémiques, il y a aussi la navigabilité. Et donc, si on ne prend pas en compte tous ces enjeux, finalement, on arrive à un point où seulement on produit, mais ce qui se passe en arrière, on ne s'en préoccupe pas. Et donc, pour rappel, le barrage est un peu en amont et en aval, il y a d'autres enjeux. Et donc, ce qu'on essaie de faire, c'est de déterminer un débit qu'on appelle un débit écologique ou débit biologique qui puisse garantir et la satisfaction des usages et la vie des milieux aquatiques. Et quelles sont alors les retombées de ce projet sur les populations? Les retombées peuvent être de façon indirecte. D'abord, nous essayons de fournir les informations les plus fiable que possible aux gestionnaires et au passage je voudrais remercier la Direction générale de l'eau du Bénin que j'ai eu la chance de discuter avec certains de ses membres, m'a mis à ma disposition un état des lieux qui avait été fait. Donc c'est de fournir à ces autorités, à ces gestionnaires les décisions, les informations les plus fiables que possible afin qu'ils puissent prendre des mesures de gestion soutenable. Quand je parle de gestion soutenable, c'est une gestion qui permet de couvrir les demandes d'aujourd'hui sans compromettre la possibilité et la capacité de satisfaire les usages ou les besoins futurs. Donc c'est quand même une étude qui est assez intéressante du point de vue information pour décider, du point de vue aussi dérèglement climatique, parce qu'aujourd'hui le dérèglement climatique est un enjeu incontournable. Il est réel, il est à l'œuvre. Et vous avez des pays limitrophes au Bénin, vous avez des pays voisins, par exemple le Mali. Il y a un lac au Mali qu'on appelle le Fardibine, si je me trompe, qui est complètement asséché, aujourd'hui a disparu. Lutter contre ce genre de... Nous, notre vision, notre objectif, c'est quand même d'alerter, de faire des choses scientifiques bien sûr, de mettre les résultats à disposition
voilà, décisionnaires pour finalement prévenir en fait ces événements qui ont quand même des conséquences très fâcheuses sur l'environnement. Et rapidement, avant de terminer, où en êtes-vous par rapport à ce projet? Un message. Actuellement, la faisabilité, nous avons fini en fait la faisabilité de cette étude. Les chercheurs, notamment de l'Université de Sorbonne, ont validé en fait ce projet qui est soumis aux organismes de financement, parce que il faut dire que c'est un projet qui va nécessiter l'instrumentalisation. On va équiper certains affluents de ce cours d'eau pour avoir des informations les plus fiables que possible, pour prendre des décisions qui ne seront pas remises en cause. Donc nous sommes à ce stade-là, et justement nous restons très ouverts pour des collaborations futures, pour quand même faire de ce projet un projet concerté, un projet co-construit qui permettra donc à notre milieu aquatique d'être viable sur le court, le long et le moyen terme. Vous repartez en France ou vous mettez vos... Et pourquoi vous mettez vos compétences à la disposition de la France et non du Bénin? Non, du tout pas. C'est pas que je transfère mes compétences, c'est que je suis en train de me faire former, revenir et servir au bécail. Ok, parfait. Voilà, c'est ça. D'où ce projet en fait. D'où ce projet. Merci beaucoup à vous, monsieur Daniel Akouma. Merci. On espère vous retrouver encore sur ce plateau. Je l'espère dans quelques années revenir avec des résultats concrets cette fois-ci, pas seulement en parlant, peut-être avec des preuves de la direction générale de l'eau, de l'autorité du bassin du Mono, qui témoigneront et pourront approuver donc les retombées de cette étude qui est engagée sur cet hydrosystème transfrontalier entre le Bénin. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup. S'il y a bien quelqu'un qui a mis sa compétence au service de la SRTB de Bonjour le Bénin, c'est bien Uvaïs Balogun. Avec lui, on va lire les journaux. À tout de suite. Et lui aussi, il a décidé d'opter pour le bleu. Uvaïs Balogun, bonjour. Bonjour Herman. Le bleu, c'est la couleur du jour. N'est-ce pas? Il n'y a qu'heureuse qui s'est permise de ne pas se mettre en bleu. Mais il y a un peu de bleu dans Vous êtes complètement à la bourre russe. Uvaïs, le différend qui oppose le député Michel Sodinou à son parti, les démocrates, est désormais du passé. La Cour constitutionnelle s'est déclarée incompétente sur le dossier. C'est bien de cela qu'il s'agit, Herman. On voit un peu plus clair sur l'échiquier politique en cette veille de la présidentielle. Matin Libre écrit « Annulation de la fiche de parrainage de Sodinou, la Cour incompétente ». Aléa Djakta S. Renaud Agbodio rude. Le duo du parti Les Démocrates ne sera pas dans les starting blocks pour la présidentielle. La Cour constitutionnelle, sur qui les derniers espoirs étaient fondés, s'est déclarée incompétente à travers sa décision EP 25-006 du 23 octobre 2025. Dans cette décision, la Cour a considéré que le litige entre Michel Sodinou et son parti ne constituait pas un contentieux électoral, mais un conflit civil interne relatif à la gestion d'un document nominatif. En conséquence, elle a jugé que l'affaire devrait rester du ressort des juridictions ordinaires qui s'étaient déjà prononcées sur le sujet, notamment le tribunal de Cotonou, renforcé par la Cour d'appel de Cotonou. Le matinal titre présidentiel de 2026. Terminus pour les démocrates. Cette décision de la Cour pose désormais un précédent, c'est que tous les différents internes liés au parrainage ne relèvent plus nécessairement du contentieux électoral. Et quand tout se jouait à la Cour constitutionnelle, le processus électoral suivait son cours avec la Sénat qui a publié la liste provisoire des duos de candidats. Bénin Intelligent, parlant de cette actualité, relève que 2 duos sont validés et 3 récalés. Sur les 5 dossiers de candidature enregistrés dans le délai légal, 2 seulement ont été jugés complets et conformes. Il s'agit des duos de candidats Wadani Talata de la mouvance présidentielle et de Hunkpe Hanwanou des forces Kori pour un Bénin émergent. Le Matin précise que, comme on pouvait s'y attendre, 3 dossiers dont celui du duo du parti Les Démocrates ont été rejetés pour incomplétude. En attendant la publication de la liste définitive, un moratoire de 48 heures est accordé par la Sénat pour
saisir éventuellement la juridiction compétente en cas de contestation de la liste provisoire. Et justement, parlant de la Sénat, elle a déjà donné le top départ du dépôt des dossiers de candidature au communal. Tout à fait. On reste avec Le Matin qui évoque cette information à sa une. Élection communale de 2026. L'enregistrement des candidatures démarre ce jour. La Sénat a officiellement lancé hier l'opération d'enregistrement des candidatures pour les élections prévues le dimanche 11 janvier 2026. À travers une allocution rendue publique, le président de l'institution a précisé les modalités ainsi que les exigences liées à cette phase décisive du processus électoral. Le Matinal publie le calendrier établi par la Sénat et titre « L'enregistrement des candidatures lancées ». Selon le dit calendrier, le dépôt des dossiers de candidature se déroulera du 24 au 28 octobre 2025 à minuit. Passé ce délai, aucun dossier ne sera plus accepté. Le président Sakalafia a donc invité les partis politiques à faire preuve de responsabilité et de rigueur dans la constitution de leurs dossiers afin de garantir la crédibilité du scrutin. Et selon le journal La Tribune de la Capitale, chaque formation devra soumettre une liste couvrant les 546 arrondissements du pays, soit un total de 3630 candidats titulaires et suppléants. Et pour faciliter la tâche aux partis, la Sénat a mis en place une plateforme informatique destinée à accélérer et sécuriser la compilation des listes de candidats. Les partis politiques sont donc invités à exploiter pleinement cet outil et à ne pas attendre le dernier jour pour déposer les dossiers. Et on finit l'UAUS avec cette rencontre annoncée entre le président du Parti Les Démocrates, Boni Yayi, et le chef de l'État. C'est une information qui a fuité sur les réseaux sociaux, publiée à travers un communiqué officiel rendu public tard dans la nuit d'hier vers 2 h du matin. Le communiqué annonce la tenue ce vendredi d'une rencontre. Donc, le président Patrice Talon et moi avons convenu de nous rencontrer pour un dialogue direct et républicain afin d'examiner ensemble les voies de sortie de la crise actuelle, a indiqué l'ancien président Boni Yayi dans le communiqué. Le dialogue, a-t-il précisé, se déroulera dans un esprit de fraternité et de responsabilité nationale autour des mesures à même de préserver la paix sociale. Boni Yayi y affirme, citation, « C'est dans le dialogue que nous pourrons organiser les élections générales inclusives, transparentes et paisibles. » Fin de citation. Merci beaucoup à vous, Ulvaïch Balogun. C'est à moi. Merci, Amandine. Bon week-end à vous. Heureuse. Ah oui, bon week-end vraiment. Merci et bon week-end. Bon week-end. Tel que vous êtes habillé. Je me rends à Porto Novo. Je me rends à Porto Novo. J'espère que le renvoi y sera. Voilà qui va mettre terme à votre matinale. Bonjour le Bénin de ce vendredi 24 octobre 2025. Merci à toute l'équipe éditoriale et technique qui m'a accompagné donc toute cette semaine. Merci vraiment du fond du cœur. Tout ceci a été chapeauté par l'intrépide Amazon de la régie Christelle Savouran avec la coordination technique de Karamat Abatao, technique et éditoriale bien sûr. Retrouvez demain, sinon par ici, lundi prochain à cette place, Alain Soutchoumen pour la continuité du service. Quant à moi, vous faites une dette, c'est qui? Ce sera qui? Vous faites une tête? C'est qui? Dites-moi, donnez-moi l'information. Si Dieu le veut. Si Dieu le veut, en tout cas. Retrouvez un animateur ici à cette posture lundi prochain. Ce sera toujours avec le même plaisir, le même beau sourire. Bon vendredi. Ciao, ciao.